À 2 pas de la Tour Eiffel, au cœur de Paris, pour Hugo, 20 ans, et Alice, 23 ans, c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Ce frère et cette sœur, originaires de Toulouse, viennent faire ensemble leurs études à Paris. Ils doivent équiper leur appartement avec un budget très serré et cherchent donc le meilleur prix. Leur quête commence dans cette grande enseigne d'électroménager. Alors, il y avait ça, non? Ouais. Ça, c'est pas très cher. Ils veulent d'abord une cafetière filtre Ouais. Tu veux que je prenne aussi celle-là? Bah ouais, au cas où. et repèrent celle-ci à 36,99 €. T'as pris le prix aussi en Oui, photo? oui, c'est bon. Ok. Là, on a qu'à aller voir, du coup, Pour le frigo, ouais, ouais. le frigo. Ouais. Et ils ont donc également besoin d'un réfrigérateur. Donc nous, on a vu celui-là. Mais il n'y a pas de congélateur dedans. Donc si vous aviez l'équivalent avec une petite partie congélateur, ce serait vraiment bien en fait. D'accord, avec un petit département freezer ou congélateur. Un peu comme celui-là, mais en moins cher si vous avez. D'accord. Elle aimerait dépenser autour de 100 € pour un petit frigo avec freezer. Alors, de toute façon, pour aller dans vos budgets, j'aurai un petit réfrigérateur bar qui sera à 95 €. Sinon, on passe au-dessus des 300 €. D'accord. Ok. Sur les petits formats, c'est toujours plus compliqué. Ouais, d'accord. D'accord. Et la livraison, elle est incluse La livraison, sur les produits en dessous de 300 €, on est sur des livraisons payantes à 29 €. Ok, d'accord. Pour l'entrée de gamme, avec la livraison, ils en auraient donc pour 130 €, ce qui fait un peu ticket Alice. C'est quand même 30 € pour une livraison. Donc ça fait vite monter le prix. Enfin, c'est quasiment c'est un tiers du prix. Donc ça fait quand même une grosse augmentation. Ouais. On ne reste Merci. plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. À vous aussi. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ils espèrent trouver un peu moins cher. Et plutôt que de faire le tour de tous les magasins, ils rentrent tranquillement chez eux. Ils se partagent à deux ce 30 mètres carrés qu'ils doivent équiper. Ce qu'on cherche de manière assez urgente, parce que sans frigo c'est un peu compliqué, c'est le frigo. Donc on a cet espace-là, ce qui fait qu'on est limité quand même en taille et surtout en budget. Pour trouver un frigo dans leurs moyens, ils vont finalement avoir recours à un comparateur de prix. Attends, la hauteur on a dit moins de 85 cm. Et en haut tu peux classer par prix. Ah oui, on met les moins chers en premier. Ouais. Alors, donc... Celui-là il a l'air pas mal. Oui, mais est-ce qu'il est... Et il y a la livraison incluse. 119,99 € avec la livraison, contre 130 € en magasin. Et on gagne 10 € pour un produit qui correspond davantage à nos attentes. Oui, en plus, voilà, Donc ça vaut vraiment la peine. ça c'est sûr. Ils trouvent aussi une cafetière à 18 € sans la livraison. Les comparateurs de prix. Pour tenir notre budget, nous sommes très nombreux à les utiliser. Il y a Quelcou, le dénicheur, Idealo ou encore Google Shopping pour les grands généralistes qui vous permettent de balayer quasiment tous les produits et services. Il y a aussi les comparateurs spécialisés dans les assurances, les banques et même depuis peu le gaz et l'électricité. 8 Français sur 10 auraient l'habitude de se tourner vers eux pour faire des économies au moment d'un achat important. Alors peut-on leur faire confiance? Sont-ils indépendants des marques? Les comparateurs sont-ils les alliés ou les ennemis du consommateur pour faire de bonnes affaires? Notre enquête commence à Paris, chez le pionnier du secteur. Nous sommes chez Quelcou. Le comparateur est visité par 300 000 personnes par jour et il est dirigé par Nicolas Journet. En plus, il est pas cher, il fait que des promos. Il y a une ombre qui plane ici, celle du créateur du site, l'une des grandes figures de l'Internet en France. Je vais vous présenter Pierre Chapaz, qui est le fondateur de Quelcou. À la fin des années 90, cet ancien d'IBM est le premier en Europe à créer un comparateur de prix. À l'époque, en 99, on était en plein boom d'Internet. Le e-commerce venait d'arriver sur le marché français. Et donc, le nombre de e-commerçants était en pleine croissance. Ça permettait vraiment de guider les internautes, effectivement, dans leurs recherches, dans leurs achats, en trouvant des prix moins chers, chose
qui était assez fastidieux à faire dans le monde physique. En 2004, le comparateur de Pierre Chapaz est revendu 475 millions d'euros. Il appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement anglais. Alors comment ça marche? À la base, il y a un programme informatique très sophistiqué qui permet de balayer le web et de recenser les prix des e-commerçants. Ce sont les lignes de code de notre algorithme, qui est le socle de notre entreprise, et qui permettent d'améliorer la pertinence et la rapidité de réponse pour les résultats de recherche de nos internautes. On utilise les données envoyées par nos marchands, on les retraite, on les simplifie pour les retranscrire à l'écran de façon simple pour les utilisateurs. Alors cette belle machine permet-elle de balayer tout le web et de ne rater aucune bonne affaire? En fait, pas tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, chez Quelcou, la plupart des salariés ne sont pas là pour améliorer la puissance informatique du comparateur. Vous faites quoi, vous? Je suis commercial. Monsieur, vous faites quoi? Je suis commercial. Vous faites quoi? Je suis commercial. Moi, je suis commercial. Directeur commercial. Il y a tout simplement 70 commerciaux sur un total de 170 salariés. Cette petite armée recrute les marques qui apparaîtront sur le site. En fait, un comparateur, c'est un peu comme un magasin où sont référencées les marques, mais par ordre de prix. On référence uniquement les offres des marchands avec qui on a un accord commercial passé via notre équipe commerciale. Tous les marchands ne souhaitent pas être référencés sur un comparateur de prix. C'est leur choix. Chez eux, il y a 5000 marques. Alors pourquoi ces enseignes sont-elles prêtes à payer pour apparaître? Messaline est l'une des commerciales de Quelcou. Ce jour-là, à Montreuil, en région parisienne, elle se rend au siège de ce site de vente d'articles de montagne, avec lequel le comparateur a passé un contrat. Bonjour. Bonjour Julien, ça va? Bonjour, bienvenue. Merci. T'en prie. Super. Julien Jérémy, l'un des patrons du site, voudrait booster les ventes de quelques-uns de ses produits, dont cette veste de ski. Ok. Là, tu as une veste de ski de chez Ok. un modèle qui s'appelle la 724. Je peux l'enfiler. Alors attends, je me lance. Tu vas voir le... Hop. Alors, c'est le modèle homme, mais... Elle sera en vente à 399 €. Il faudrait aussi écouler les stocks de cette tente pour glacier Format 2 places, donc qui est le gros du marché. à 500 €. Ça a l'air assez confort, hein? Il n'y a pas de risque de pluie, il n'y a pas tout ça. Donc, Hein, bah, écoute, on est plutôt pas mal, hein. Je vais rester ici, moi. Allez, salut. Ces produits vont se retrouver sur le comparateur et quand les consommateurs les choisiront, ils seront immédiatement renvoyés vers le site de Julien. Voilà pourquoi il a passé un accord avec eux. On a une base de clients qui revient, qui est régulière, qui fait du bouche à oreille. On a aussi besoin d'être découvert par plein d'autres gens. Le marché est énorme. Et donc on a besoin d'outils comme le vôtre parce que spontanément, la plupart des clients vont sur des comparateurs de prix. Évidemment, cette visibilité supplémentaire n'est pas gratuite, bien au contraire. Comme tu le sais, on a un business model, un modèle économique qui fonctionne au coût par clic. En moyenne, on est à 19 centimes sur ce type de produit. À chaque fois que quelqu'un va venir par votre intermédiaire, il y a une commission qui s'applique et nous, on a gagné un visiteur de plus. Quoi. Exactement. On a fait rentrer quelqu'un de plus dans notre magasin virtuel. D'accord. C'est ça, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. En moyenne, les marchands affiliés dépensent 3 000 € par mois pour figurer sur le site. En résumé, vous l'avez compris, quand vous utilisez ce type de comparateur, vous allez trouver la meilleure offre, certes, mais parmi les commerçants qui ont accepté de payer. Sur le site de Quelcou, c'est même écrit de manière très claire. Ce comparateur est une plateforme de référencement non exhaustif d'offres de sites marchands contre rémunération. Donc, tout est indiqué clairement, comme le veut le code de la consommation. Et c'est ce qui est imposé à tous les comparateurs de prix. En effet, depuis 2016, la loi Hamon précise que tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer aux consommateurs une information loyale, claire et transparente. Alors, est-ce toujours si clair que ça pour le consommateur? À Paris, à 2 pas de la place de la République. On se fait notre point bi-hebdomadaire, hein, comme convenu. Nous sommes chez Assurland, le premier site comparateur d'assurance. Olivier Moustakakis en est le fondateur et le directeur général. Il fait le point
avec ses équipes marketing. Et comment on avance par rapport à ça? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a réfléchi à mettre le panel plutôt à gauche, avec le wording plutôt à droite. On peut prévoir une version comme ça et la tester. Oui. Pour voir si on a des stats de performance meilleures. Leur site est de plus en plus fréquenté. Il faut dire qu'ils promettent d'importantes économies, jusqu'à 33%. D'ailleurs, sous nos yeux, l'un des commerciaux va faire en sorte de tirer les prix vers le bas. Bertrand Geoffroy a remarqué que l'une des compagnies d'assurance qui est en contrat avec le comparateur a un problème de tarif. On note un décrochage de son positionnement tarifaire, c'est-à-dire que son offre est moins compétitive, et tout d'un coup, depuis le mois de septembre. Il va l'appeler pour l'alerter et lui demander de faire un effort. Ouais, bonjour Bertrand. Écoute, je t'appelais, c'était pour faire un petit point sur les performances de ton offre sur le panel. Il y a eu un décrochage au mois de septembre. D'accord. Alors, je voulais savoir si d'une part, toi, tu avais fait évoluer ton tarif récemment. Écoute, non, c'est plutôt pas une bonne nouvelle en fait, ce que tu me dis. D'accord, je pense que j'ai une explication. On a récemment intégré un grand nom de l'assurance sur le panel, et je pense que c'est ce nouvel acteur qui vient manger un petit peu des parts de marché chez nos autres partenaires. Ok. Donc il faudrait voir si toi en interne tu es en capacité d'adapter ton tarif pour essayer de contrer ça. Ouais. Eh ben, merci à toi alors. À Aucun bientôt. problème. À très bientôt. Merci de ton appel. Au revoir. Le comparateur travaille comme ça avec 78 compagnies d'assurance, contre rémunération. Et d'ailleurs, comme le veut la loi, ils sont clairs avec le consommateur à chacune de ses recherches. Cette liste ne représente pas l'ensemble des offres du marché. Assurland ne perçoit pas de rémunération, sauf si vous choisissez l'une d'entre elles. Mais il y a une autre information qui n'apparaît pas forcément au premier regard. Ce sont les noms de certains de leurs propriétaires. Nous avons demandé à Olivier Moustakakis de nous montrer l'endroit où c'est mentionné sur son site. Il faut juste aller sur là où elles sont indiquées, c'est-à-dire là où elles doivent l'être dans les mentions légales. Vous avez tout le détail. Pour cela, il faut cliquer en bas de la page d'accueil. Et en effet, au milieu de ce texte, on peut lire « Les utilisateurs reconnaissent avoir été informés que le groupe Covea détient 10% du capital. » Et si on fait une petite recherche sur Internet, on se rend compte que Covea est un groupe d'assurance qui rassemble la GMF, MMA et la MAF. Alors le fait que ces trois compagnies soient présentes au capital du comparateur a-t-il des conséquences sur le fonctionnement du site? Ça y met un peu un doute, quand même, pour le consommateur. Ça n'est pas de doute parce qu'on affiche tout le monde et tous les gens qui nous restituent. Au contraire, c'est une force parce que ça permet d'afficher des marques connues. Voilà, donc on a un panel qui est très large et représentatif, donc qui permet à l'internaute de trouver chaussure à son pied. Selon le directeur général, toutes les compagnies d'assurance avec lesquelles il travaille sont traitées de la même manière. Mais à entendre certains professionnels, la présence d'assureurs à son capital pourrait avoir un effet sur le comparateur. Il est l'heure, on démarre la réunion ? À quelques kilomètres, dans la capitale, nous arrivons cette fois-ci chez Fluo. Fred, on attend combien d'utilisateurs? On va se situer dans les, je dirais 2000 utilisateurs sur les 4 jours, avec un gros pic sur la première journée, comme on l'a vu dans les campagnes précédentes. On renforce l'équipe de tes experts. Oui, on va renforcer l'équipe et puis on va... Cette start-up propose une application qui passe en revue tous vos contrats d'assurance pour faire le tri et éventuellement en remplacer dans le but de dépenser le moins possible. Et le créateur, Jean de Casté, est critique envers Assurland. Allez, on y va. Ouais. Devant nous, il va faire semblant de rechercher sur le site un contrat d'assurance auto. 50% de bonus depuis 3 ans. Voilà, j'ai fait 0 sinistre et je vais prendre du tout risque. Et voilà le résultat. MMA, la MAF et la GMF sont dans les 5 premiers. Ces 3 assureurs, 1, 2 et 3, font partie du même groupe que le comparateur que nous venons d'utiliser. Selon lui,
les compagnies d'assurance au capital du comparateur et les autres ne seraient pas tout à fait sur un pied d'égalité. Quand vous avez des assureurs qui possèdent un comparateur, les assureurs qui ne possèdent pas de comparateur peuvent se sentir un peu lésés parce qu'effectivement, tous leurs secrets de fabrication sont mis à disposition de leurs compétiteurs. Mais Jean de Casté n'apporte pas de preuves pour appuyer ses dires. Et de toute façon, le consommateur n'est pas lésé. Quoi qu'il arrive, il aura toujours au final le prix le plus bas parmi les assurances qui apparaissent sur le site. Des comparateurs qui sont la propriété de marques. Ou bien encore qui proposent seulement les produits des enseignes qui ont payé pour apparaître. Alors y a-t-il un autre modèle? Un modèle de comparateur plus indépendant et qui prenne en compte l'intégralité de l'offre du marché. Dans les environs de Montpellier, un homme pense l'avoir trouvé. François Cancès aime profiter de son extérieur et faire des barbecues. Ben voilà, je fais cuire quelques chipolatas. Il a réussi à se payer ce modèle d'une marque célèbre qui était affichée à un certain prix, en grande surface. Oh, c'est un barbecue qu'on avait autour des 99 €, histoire de ne pas passer la barre de la centaine. Et c'est un barbecue de mémoire que j'ai dû avoir autour de 69 €. Donc ça fait déjà une bonne réduction. Ce petit entrepreneur arrive aussi à assouvir sa passion pour la spéléologie à moindre frais. Donc ici, par exemple, la tenue que j'utilise à chacune de mes sorties. Pareil, 25% moins cher. Il l'a eu aux environs de 105 € au lieu de 150. Très bonne affaire également pour cette lampe frontale résistante et étanche. Ça, c'est une lampe que l'on trouve dans le commerce autour de 350 €. J'ai eu effectivement cette lampe autour des 220 €. Et pour faire ses bonnes affaires, il n'a pas eu à passer des heures devant des comparateurs. Il ne s'est pas donné beaucoup de mal. Comme aujourd'hui, où il cherche pour son fils étudiant un aspirateur. Voilà, je vais aller chercher un tarif de référence. Il trouve en quelques secondes, sur un site marchand, ce modèle à 199,90 €. Et comme il a installé sur son ordinateur un comparateur d'un nouveau genre, il a immédiatement cette fenêtre qui apparaît. Vous trouvez ça trop cher, je le veux moins cher, demandez au shopper de vous trouver un meilleur prix, c'est leur spécialité. Automatiquement, ça va m'envoyer vers le site, demande publiée, les shoppers sont sur le coup, vous recevrez leurs trouvailles par email. Alors qui sont ces shoppers? Ils sont 10 000, regroupés derrière le site Cross Shopper, un comparateur collaboratif. En fait, c'est une communauté de passionnés, un peu geeks, qui aiment les défis. Un peu plus loin, toujours dans l'agglomération de Montpellier, Arthur en fait partie. Avant tout, cet étudiant en graphisme est un passionné de dessin. Mais il passe aussi chaque jour beaucoup de temps sur Internet. Et pour lui, chercher le meilleur prix pour le compte des autres, c'est comme un jeu où il veut être le plus fort. Comme pour l'aspirateur de François, notre passionné de spéléologie. Il était au départ à 199,90 €. Mais un autre shopper de la communauté en a déjà trouvé un à 134,60 €. Arthur va tenter de faire mieux. Aspirateur. Donc je vois ce que Internet me propose, on va dire, dans ce qu'il a de plus classique, de plus référencé. Mais il a des adresses moins fréquentées, de bons connaisseurs du web. Moi, en l'occurrence, je connaissais un site qui fait ce genre d'aspirateur, qui est un site pas très connu, que la plupart des internautes ne connaissent pas. En l'occurrence, il est à 129,99 €. À comparer au prix de départ, soit 70 € de différence. Il copie le lien que pourra récupérer François pour acheter son aspirateur. Tout simple. Hop là, je colle la page, je colle le lien, je valide. Ce travail, Arthur le fait une demi-heure par jour pour défier les autres geeks et pour une somme symbolique. Moi, j'ai 1265 points. 1265 points, ça fait 12,65 €. C'est pas pour l'argent que je fais ça, c'est pour
par altruisme et pour rendre service. Et bon, si je peux économiser 10 € ou 20 € quand j'aurai plus de points, c'est un bonus. Alors, qui a eu l'idée d'utiliser cette main-d'œuvre quasiment gratuite? C'est une jeune femme de 38 ans qui travaille chez elle. Marie-Cécile de Faucigny s'est inspirée d'un site aux États-Unis qui fonctionne de la même façon. Et elle a créé sa start-up l'année dernière. Pour faire rentrer de l'argent, elle a, comme les autres comparateurs, des marques qui payent pour apparaître sur son site. Mais avec une nuance. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne limite pas les résultats sur CrossShopper aux annonceurs avec qui on a des partenariats et qu'on laisse bien toutes les réponses de la communauté, ce qui fait l'intérêt de notre service et ce qui nous démarque aujourd'hui sur le marché. Alors comment cela se traduit-il? Sur le site, il y a d'un côté les trouvailles des geeks qui ont, selon elle, cherché les bons prix pour les clients en toute liberté. Mais également un espace où apparaissent des bonnes affaires, mais cette fois-ci, les marchands ont payé pour figurer à cette place. Ce nouveau comparateur, créé il y a 1 an, a déjà été utilisé par 120 000 personnes. Alors il y a ceux, on vient de le voir, qui vous promettent de vous accompagner pour payer moins cher et il y a ceux qui vous aident aussi à manger mieux. Connaissez-vous Yuka? Yuka, c'est l'application Phénomène, téléchargée déjà plus de 5 millions de fois. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, elle permet de scanner vos produits alimentaires pour en connaître la composition exacte. Sucre, sel, additifs, tout s'affiche en quelques secondes. Alors là encore, que cache cette incroyable réussite? L'application est-elle vraiment fiable, vraiment indépendante? C'est une enquête signée Juliette Amans. En plein cœur de Paris, début septembre, 2 frères ont convié leurs amis à leur crémaillère. François et Benoît Martin n'ont pas décidé de prendre une colocation. Bienvenue chez Yuka. Ce bel appartement, c'est en fait le nouveau siège de leur start-up, devenu incontournable, Yuka. Mais alors du coup, vos bureaux ils sont où? Alors là en gros, c'est là où on bosse. Là on a décalé les tables, mais moi je bosse ici. En fait, tu bosses là, d'accord. On a la table de tech ici en gros et la table de com et service client ici. Donc c'est assez cliché. Là c'est les filles, là c'est les garçons. Là c'est les filles et là c'est les garçons. Avec leur amie Julie Chapon, ces développeurs informatiques ont conçu cette application au logo rigolo, une carotte qui nous aiderait à mieux manger. C'est des carottes? Des mini carottes, elles sentent la carotte ici. Merci. On en était à peu près là il y a 2 ans et on a un petit peu grandi maintenant. Lancée en janvier 2017, la carotte a bien poussé. Dernière grosse news, on a, comme certains l'ont vu peut-être aujourd'hui sur Facebook, on a passé la barre des 5 millions d'utilisateurs. On l'a fêté en vrai un peu en retard. Donc encore une fois, un grand merci pour nous avoir soutenus depuis le début, parce que si on en est à 5 millions aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez aidés dès le début. Et on voulait avoir l'occasion de vous le dire tous ensemble. Donc merci à vous. Ces jeunes entrepreneurs ne cherchent pas à faire fortune, mais juste à améliorer la qualité de notre alimentation. Tant qu'on existera, c'est qu'il y aura des problèmes dans la composition des produits et dans la transparence de la composition. Donc l'objectif, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de nous, en fait. Sauf que pour l'instant, de plus en plus de Français ne peuvent pas se passer de ce genre d'application qui traque la malbouffe dans les caddies. Additifs, calories, graisses saturées, sucre, la chasse aux mauvais aliments est ouverte. Grâce à plusieurs applications spécialisées, il est possible de scanner le code-barre d'un article pour découvrir en temps réel sa composition. Avec des étiquettes alimentaires décortiquées et des produits notés, leurs utilisateurs font désormais le tri dans leur placard. Donc ça, c'est les produits qu'on mangeait quasiment quotidiennement ou que les enfants mangeaient quotidiennement et qu'on a complètement arrêté d'acheter parce qu'ils sont tous notés mauvais.
Pour guider les consommateurs, le gouvernement avait pourtant tenté d'imposer aux industriels un code couleur, le Nutri-Score, à grand renfort de publicité. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Sous la pression des lobbies de l'agroalimentaire, ce logo est devenu facultatif. En créant leur propre application, ses fondateurs réussissent là où l'État a échoué. Un succès fulgurant qui oblige les industriels à modifier leurs recettes, même s'ils s'en défendent. C'est pas la position qui va influencer nos choix. Pourtant, certains fabricants feraient tout pour être adoubés par la fameuse application. Mais qui sont ces trentenaires au visage juvénile qui parviennent à bousculer les géants de l'agroalimentaire? Comment fonctionne leur système? Les données sont-elles fiables? Enquête sur une application phénomène et sur une aventure citoyenne. Le mercredi matin, c'est jour de course pour Catherine. Aujourd'hui, ses fils l'accompagnent. Là, par là, chérie. Augustin. Allez, on va prendre un caddie. Depuis un an, cette professeure de français parcourt les rayons de son supermarché, smartphone à la main. Ok, alors ça c'est bon. Avant d'atterrir dans son chariot, tous les produits doivent passer le test. Un peu trop calorique. Chérie, je pense que c'est pas bon non plus. On vérifie? Oui. Avec elle, Catherine scanne le code barre du produit. Instantanément, une appréciation apparaît. Additifs, sel, protéines, sucre. Ces ingrédients sont passés au crible. Les qualités et les défauts sont listés du vert au rouge. Ces petits pains industriels, par exemple, contiennent trop d'additifs et de sel. Le voyant vire au rouge, une note tombe. C'est mauvais, c'est trop salé, trop sucré. La note globale est de 7 sur 100, donc c'est vraiment pas bon. Catherine est devenue complètement accro à cette application. Excellent. Ouais, ça m'arrive parfois de chercher un endroit dans le magasin où mon téléphone capte pour pouvoir badger des trucs que j'ai mis dans mon caddie, quitte ensuite à les remettre en rayon après. Ça a changé votre manière de faire vos courses? Ouais, vraiment, c'est plus long. C'est plus long et en même temps, c'était plus long au départ, mais finalement, c'est un temps que je prends volontiers parce que je me dis que c'est pour ma santé, celle de mes enfants, celle de mon époux. Regarde, mauvais, tu vois? Tu sais lire, Augustin, c'est écrit en rouge, mauvais. Regarde. Trop de calories, trop de graisses saturées, trop de sel, trop de sucre. C'est vraiment pas bon pour la santé, il faut pas manger ça. La mère de famille a aussi trouvé un allié inattendu. Désormais, quand les enfants insistent trop, l'application fait autorité. C'est pareil, chérie, et je vous ai dit que vous ne servez pas. Quand ils veulent quelque chose et je dis bah non, c'est médiocre ou il dit que c'est mauvais, ils passent à autre chose, vraiment sans difficulté, j'ai même pas besoin de me battre, donc en fait, ça me facilite la vie. Vous reposez les garçons? N'en déplaise à Joseph, aujourd'hui, il n'y aura pas de gâteau au chocolat dans le caddie. Trop de sucre, selon sa mère. Le contenu de votre frigo, il a changé? Oui, il y a des choses qu'il y avait dedans, qu'il n'y a plus. Et puis ce qui a changé aussi, et ça je pense que c'est aussi grâce à quelque part, c'est qu'on achète davantage de produits frais. Quand on peut éviter les produits transformés, on le fait. Saucisses industrielles, fromage fondu, brioche du petit déjeuner. Nous lui avons apporté tous ces produits qu'elle consommait avant, mais qu'aujourd'hui, elle a décidé de bannir. Je me doutais que c'était pas du vrai fromage, on me disait que c'était un truc recomposé, etc. Mais voilà, je pensais pas que c'était à ce point-là. Et du coup, effectivement, quand je l'ai scanné, bah voilà. Donc, mauvais. Sur ce paquet-là, là, comme ça, on se dit super, c'est le goûter parfait pour mes enfants. Et je scanne, c'est mauvais. Cette application, si utile à cette mère de famille, c'est l'idée d'un jeune papa, Benoît, l'un des 3 fondateurs. Nous le retrouvons en famille, avec sa femme et ses parents pharmaciens à la retraite. Alors qu'il travaille dans une banque, ce diplômé d'une école de commerce a un premier déclic avec la paternité. Avant, étudiant, je m'en fichais complètement de ce que je mangeais. Et j'ai commencé à prendre conscience à ce que j'achetais au moment où j'ai eu des enfants. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur acheter comme petits pots, comme lait, etc. Une prise de conscience qui le pousse à renouer avec sa première passion. Ça te rappelle quelque chose, ça, Benoît? Bah oui, les débuts de la programmation. Je me rappelle que quand vous avez fini de rembourser le prêt de la pharmacie, c'était le premier achat. Vous nous avez acheté un ordinateur. Et c'est grâce à ça que j'ai aimé apprendre à programmer. Ah ben voilà. Pourtant, Benoît met ses rêves d'informaticien de côté. Ses parents le verraient plutôt reprendre la pharmacie familiale. J'ai fait une année de pharmacie, mais ça n'a pas été un grand succès.
Mais j'ai toujours eu cette fibre de vouloir travailler pour la santé et de donner à mon métier, à mon emploi, un sens autour de la santé. Benoît plaque son boulot dans la banque et décide de se jeter à l'eau. Il s'associe à son petit frère François, devenu développeur. À leur manière, ils vont aussi œuvrer pour la santé, mais auprès des consommateurs. Un nouveau choix de carrière qui aujourd'hui fait la fierté de leurs parents. Je trouve ça formidable ce qu'ils font, d'avoir une action préventive comme ça sur 5 millions de personnes qui vont mieux manger et qui vont éviter d'être malades. Ça, c'est pour un pharmacien, c'est idéal. Mais c'est surtout en achetant un petit guide qui ne paye pas de mine que le jeune homme a une révélation. L'idée, elle est venue d'un bouquin, tout simplement. Un bouquin qui est là qu'on a acheté quand on a eu des enfants et qu'on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on allait acheter. Et je suis tombé sur ce bouquin. Ça montre surtout qu'il y a des bons produits et des mauvais produits rayon par rayon et que le marketing est tellement bien fait que c'est très difficile d'identifier les bons produits des mauvais. C'est génial. Par contre, c'est absolument pas pratique. On peut pas l'emmener en course. Ça référence une centaine de produits. Il y en a des milliers en supermarché. Et le but, c'était juste de rendre ce bouquin plus pratique et digital. Reste à trouver un nom à cette application. Benoît décide de rendre hommage à sa femme, née dans la région du Yucatan au Mexique. Un nom qui va devenir célèbre en très peu de temps. Paris, dans le 13e arrondissement, c'est ici, dans cet immense incubateur de start-up, le plus grand d'Europe, que l'entreprise a fait ses premiers pas. En 2016, Julie Chapon, une amie des frères Martin, quitte son boulot bien payé dans une agence de conseil pour se lancer elle aussi dans l'aventure. On se fait le petit point du matin ? Ce jour-là, c'est l'une des dernières réunions de l'équipe ici. Bientôt, elle va emménager dans ses propres locaux. Le modèle de similarité, il marche enfin, donc là, il manque plus qu'à le déployer via les serveurs. Donc ça, on peut le passer en... Ouais, normalement, c'est fini. Allez, vas-y. Cool. Ça se fait du bien. C'est quoi ça? C'est votre plan de bataille pour lutter contre la malbouffe? Ça, c'est notre tableau de suivi de toutes les actions. L'ambition plus large de tout ça, c'est vraiment à travers cet outil, cette appli, de redonner du pouvoir au consommateur, de lui permettre d'être un consommateur acteur et de faire bouger les lignes, de faire bouger l'industrie agroalimentaire. Voilà, on pense vraiment que le changement passe par le pouvoir du consommateur. Mais concrètement, comment y parviennent-ils? Tout tiendrait en partie dans la méthode de notation des produits. L'application contrôle ainsi 3 éléments. La qualité nutritionnelle compte pour 60%, la présence d'additifs pour 30%, les produits bio 10%. Sur la qualité nutritionnelle, on utilise le Nutri-Score, donc on n'a rien inventé du tout puisqu'on n'est pas nutritionniste dans l'équipe. Et sur les additifs, on se base sur l'état de la science et l'état des recherches à ce jour pour qualifier chaque additif en fonction d'un niveau de dangerosité. Si le produit scanné est considéré comme mauvais ou médiocre, l'application propose des alternatives, des recommandations calculées par un logiciel que personne ne peut influencer. L'indépendance, voilà donc le nerf de la guerre. D'ailleurs, la start-up ne s'appuie que sur des dons et sur des ressources financières hors publicité, grâce à un programme nutritionnel vendu sur le site. C'est notre combat au quotidien de montrer cette indépendance, de montrer que derrière, il n'y a pas d'industriel, on n'est rémunéré par aucune marque, aucun distributeur, on ne fait aucune pub dans l'appli. Mais la difficulté, c'est de collecter toutes les informations sur les centaines de milliers de produits alimentaires industriels vendus en France. Aujourd'hui, et c'est un exploit, 365 000 sont reconnus par l'application. Un immense catalogue qui n'existerait pas sans une encyclopédie participative unique en son genre, l'œuvre d'un informaticien militant. Depuis 6 ans, Stéphane Gigandet passe son temps à gérer une base de données ouverte à tous, que ce touche-à-tout a baptisé Open Food Facts. C'est le même modèle que Wikipédia, donc l'encyclopédie ouverte. C'est au fonctionnement de collecte citoyenne. Donc c'est des citoyens qui écrivent dans Wikipédia, qui ajoutent des produits dans Open Food Facts. Et voilà, c'est librement réutilisable par tous et pour tout usage. Aujourd'hui, 7500 bénévoles à travers la France contribuent à enrichir le site de nouveaux produits.
Alors quand un contributeur ajoute un produit, il va donc scanner le produit et puis prendre des photos du produit, de la liste des ingrédients et du tableau nutritionnel. Ça va aller directement sur le serveur OpenFoodFacts. Et ensuite, sur le serveur, on peut modifier la fiche produit pour aller sélectionner les photos, extraire les informations comme les ingrédients, pour qu'ensuite on puisse les décrypter, comparer les produits, etc. Stéphane Gigandet a plus de 3000 contributions à son actif et ce travail de fourmi est loin d'être terminé. Chaque année, en effet, un tiers des produits alimentaires évoluent, ce qui implique des mises à jour régulières. Mais l'application ne se base pas uniquement sur ce site collaboratif. Ses fondateurs misent beaucoup sur l'implication citoyenne de leurs utilisateurs. Julie a à peine le temps de se familiariser avec leur nouveau bureau qu'elle doit vite se plonger dans les mails du week-end. On est lundi, donc il y a eu toutes les demandes du week-end qui n'ont pas été traitées. Donc là, on est sur 277 mails dans la boîte mail. C'est tout ce qui est tagué en Toutes ces erreurs que la jeune femme reçoit, ce sont des utilisateurs qui les ont envoyées. Quand un consommateur scanne un produit et détecte une incohérence, il peut envoyer un message via l'application qui atterrira ensuite dans la boîte mail de la société. Ces erreurs, l'équipe les corrige alors manuellement. Elle dit bonjour, les valeurs nutritionnelles ne sont pas les mêmes que sur le produit. Donc on va aller regarder le produit. Peut-être qu'on va voir tout de suite des incohérences et on va pouvoir les corriger. Tout l'enjeu pour ces développeurs, c'est d'empêcher en amont l'ajout de fausses données. On a un certain nombre de barrières automatiques qui nous permettent de détecter ça. Donc, par exemple, sur tout ce qui est selfie, on a beaucoup de gens qui s'amusent à prendre des selfies pour remplacer le produit. Donc ça, on est capable de les détecter automatiquement et de lui afficher, donc là je fais l'exemple, et de lui afficher un message lui disant « bah non, c'était gentil, mais tes selfies sont pas acceptés ». Ensuite, sur les informations nutritionnelles, on va s'assurer qu'on retrouve bien la forme d'un tableau nutritionnel dans la photo, que le texte correspond aux informations écrites plus haut. Si elles ne sont pas correctes, on va pouvoir revenir vers l'utilisateur, lui fermer son compte, parce qu'il aurait été informé que ses contributions ont été partagées, et empêcher qu'il fasse d'autres modifications qui peuvent nuire à la base de données. Ainsi, chaque jour, une vingtaine de personnes sont bannies. Ce système est-il néanmoins vraiment efficace? Comment en effet assurer la veille et la fiabilité de milliers de données qui arrivent de toute la France avec une si petite équipe? Pour le savoir, nous décidons de tester nous-mêmes l'application avec des produits de consommation courante. Nous essayons de changer les données de ces compotes à boire. Nous rajoutons un peu de sucre, la note passe de 90 à 84. Un mois après, l'information n'a toujours pas été changée. Autre test avec ce pain de mie, nous modifions la composition. Sa fiche a été corrigée 2 jours après. Malgré ces falsifications, nous n'avons pas été bannis de l'application. Le contrôle en temps réel de ce flux permanent d'informations et leur crédibilité, voilà peut-être l'une des failles du système. Ses fondateurs en ont conscience, le chantier est énorme. Grâce à nos utilisateurs qui nous signalent ça, on peut mettre à jour. Après, il y a des erreurs qui sont aussi de notre fait. On a mal détecté certains additifs ou certaines choses. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une base de données de plus en plus fiable. Là, on a fait un gros effort de fiabilisation depuis quelques mois. Et on est vraiment en train d'aller sur quelque chose de très très fiable, même s'il y a encore du travail. En dépit de ces imperfections, ces jeunes entrepreneurs ont réussi leur pari, interpeller les géants de l'agroalimentaire sur la qualité de leurs produits. Mais, et ce n'est pas une surprise, tous ne sont pas forcément des adeptes de l'application. Pour preuve, nous avons contacté une quinzaine d'industriels du secteur. Une seule enseigne a accepté de nous recevoir. Elle est située en Bretagne, près de Rennes. Ici, on fabrique des produits à base de soja. Gwenaëlle Joubrel est la nutritionniste du groupe. Et dès que le produit est bon, la majorité de ces produits est assez bien notée par l'application, ce qui a l'air de lui faire plaisir. Mais lorsque d'autres produits sont cette fois dans le viseur de l'application, changement de ton. Des crèmes dessert de la marque par exemple, qui contiennent un additif controversé, le E341, atteignent tout juste la moyenne. La nutritionniste pointe alors du doigt le manque de rigueur du système. Ce qui me gêne en fait, c'est qu'une personne ou un petit groupe de personnes s'affranchit d'un avis qui a été rendu par un collectif scientifique. Ça veut dire qu'en gros,
ce qui est autorisé par la réglementation européenne est balayé par ce petit groupe de personnes qui finalement sèment le doute systématiquement dans l'esprit du consommateur pour un additif qui a été totalement approuvé par l'Union européenne. Cet additif, un complément en calcium, est effectivement autorisé par l'Union européenne. Ce fabricant reste donc dans les clous pour élaborer ses recettes. L'application, elle, ne se contente pas des textes européens. Pour classer les additifs qui poseraient problème, comme le fameux E341, soupçonné entre autres de favoriser les maladies cardiovasculaires, rénales et osseuses, les fondateurs affirment s'appuyer sur plusieurs études reconnues par la communauté scientifique. C'est pas parce qu'une substance est autorisée qu'elle est sans danger. Il faut des années et des milliers d'études pour qu'une substance finisse par être interdite. On l'a vu dans d'autres domaines, mais par exemple avec l'amiante, qui a mis des années et des années à être interdite. Et donc nous, on souhaite vraiment appliquer le principe de précaution et alerter sur la présence d'ingrédients controversés sans attendre des dizaines d'années qu'il y ait une interdiction. Si la plupart des géants de l'agroalimentaire ne reconnaissent pas la légitimité de ce genre d'application, d'autres en revanche feraient évoluer leurs pratiques sous la pression de ces nouveaux lanceurs d'alerte 2.0. À Boulogne-Billancourt, une marque connue pour ses packagings sympathiques joue sur une image fait maison. Des gâteaux et des desserts, pas toujours bien notés, que Dorothée de Cabissol, la responsable des recettes, assume, au nom de la gourmandise. Allez, la mousse. La mousse. Alors là, on est jugé médiocre. Forcément, le chocolat, c'est calorique, le beurre, c'est calorique. Et donc ça en ressent sur la note qu'on obtient aujourd'hui. Une version sans sucre de cette mousse est à l'étude. Elle devrait être commercialisée l'année prochaine. Et cette responsable admet à demi-mot que l'application pousse sa marque à s'adapter. Forcément, s'il y a beaucoup de consommateurs qui l'utilisent et qui vont finalement ménager leur choix en fonction de cette évaluation finale, bien sûr que ça va aider les acteurs du food à progresser. Je trouve que ça a quand même pas mal d'ampleur, plus de 5 millions de listes d'ingrédients. Ce fabricant prépare d'ailleurs 24 autres produits pour 2019. Ce matin-là, Dorothée teste une nouvelle recette. J'ai ma première recette de bar à faire. D'accord. Donc je pars sur une recette. Avec Vincent, son bras droit, un ingénieur agronome. Son défi, limiter le nombre d'ingrédients et les doses. On part vraiment sur un encas sain avec des céréales complètes, des graines et juste du sucre avec le miel. Pas de sucre ajouté, uniquement le miel. Ça brûle pas, ça va ? Verdict après cuisson. Par contre, en texture, ça va pas du tout. C'est trop gros, quoi. C'est compliqué aujourd'hui de trouver un équilibre entre l'aspect gourmand et l'aspect nutritionnel. Oui, c'est un gros challenge de faire très gourmand et d'avoir un profil nutritionnel dont la couleur serait verte, pour ne pas la nommer. Mais on peut essayer. Il y a quand même des challenges, il y a des choses à opérer pour essayer de progresser. Voilà. Pousser certains industriels de l'agroalimentaire à changer leurs recettes pas toujours vertueuses. Un pari complètement fou que ces 3 jeunes entrepreneurs sont en passe de réussir. Alors que jusqu'à présent, ils ne se payaient pas, grâce au succès, ils comptent changer de braquet. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est à 5 millions? Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Il faut bien qu'on vive. Non, on va monétiser des fonctionnalités supplémentaires dans l'app. Tout ce qui est gratuit restera gratuit. Et on nous demande un certain nombre de fonctionnalités, le offline, la recherche, des filtres, des listes. Et toutes ces fonctionnalités annexes vont faire l'objet d'un pack premium qu'on va essayer de vendre. Avec cette nouvelle formule payante, ces développeurs n'ont pas forcément l'ambition de devenir millionnaires. Ils veulent juste se donner les moyens de voir plus grand. Après l'agroalimentaire, ils ont ainsi décidé de s'attaquer aux cosmétiques. Et l'année prochaine, l'application débarquera en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. C'est fini? C'est déjà fini? Bon, alors merci de votre fidélité, c'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et d'ici là, restez curieux. Ciao.